Nous avons ici ce soir des personnes de tous les quatre coins de notre belle Union européenne, des Strasbourgeois, des Liège-Boëtes. Donc on va essayer de, pour les autres, de parler aussi un peu en français. I would like to say some words about the room here and about the building. You have paintings from Marcel Astier here on walls, and this man came here in 1935. Marcel Astier est venu ici en 1935 et il a établi ici son atelier d'abord. Et puis en 1940, la paix était finie aussi pour lui parce que les troupes allemandes sont arrivées. In 1940, the Germans came and the peace in which Marcel Astier lived until then was finished. Alors, en 2006, cette maison a été classée comme patrimoine historique de la région de Bruxelles-Capitale. Et vous vous demandez peut-être pourquoi? Why this building has been listed in 2006. J'aimerais vous poser une question en retour. Est-ce que vous voyez ici des armes? Do you see any arms here? Oh, I do. Moi, j'en vois. Mais ce ne sont pas des armes du mauvais, du mal, mais des armes du bien, de la créativité, de la résilience et du courage. Arms of courage, resilience and creativity. Good arms, not evil arms. Je vous explique. Regardez donc encore une fois ces tableaux. Ces tableaux ont finalement sauvé des vies. Parce que pour Marcel Astier, il servait à convaincre les Allemands, arrivés en 1940, à ce qu'ils n'avaient pas seulement un atelier ici, mais aussi une école de peinture. Il disait, voilà, ça c'est le travail que j'ai fait. Et je continue à faire ce travail avec mes élèves. Vous voyez, il y a ici plein de jeunes qui sont mes élèves et qui font ce travail. So he tried to convince the German, and he succeeded, that his atelier was not only a working place for himself, but was a school for pupils for painting lessons. Et puis les Allemands y ont cru. The Germans believed that story, but it was a false story. C'était pas vrai du tout. Et pourquoi il a dit ça? Parce que ça lui a permis de faire venir ici des jeunes sans trop de problèmes, sans problème, qui rentraient, qui sortaient. Et ce n'étaient pas des élèves. C'était des jeunes belges, qui voulaient échapper au service de travail obligatoire en Allemagne. C'était des jeunes juifs qui ne pouvaient pas rester chez eux parce que leur domicile avait été dénoncé. Et ils étaient en danger partout. Ils se sont sauvés ici. Et troisième groupe, c'était des résistants qui trouvaient ici refuge pour préparer leurs actions. So he hid in this room not pupils, but people who wanted to avoid the recruitment for the for the obligatory working service in Germany, and Jews, young Jews mostly, who couldn't stay at their houses because they had been denunciated. And he accepted here young resistance fighters to prepare their works. He was involved in all that. Donc, la première arme, c'est tout simplement l'art qu'il a créé, cette fiction que c'était une école. La deuxième arme, nous l'avons ici. Une fois que les gens venaient, les jeunes, évidemment, en hiver, avoir un poêle pour se chauffer, c'était précieux. Avoir à manger, c'était précieux. Avoir un lit au chaud pour dormir la nuit, c'était précieux. Et ça a donné beaucoup de chaleur physique
Et en même temps, c'était la chaleur humaine aussi de Marcel Astier qui créait ici, dans cette pièce ici, une ambiance tout à fait spéciale à ce moment-là, qui nous a été attestée par des gens qui avaient vécu ça à l'époque, qui sont revenus ici dans les années 2000, et c'était assez touchant. So the second arm was the stove here, which produced a lot of heat, and young people could join here, sleep here during the night, and be in a warm atmosphere, physical warmth, but also human warmth, which was spread by Marcel Astier himself. Then, the third arm, the piano. It wasn't the same at that time, it was another one. But anyway, piano was very important because there were some pianists, some artists, who played during that time for the others here in the room, and who gave them a lot of courage and good spirit, good mood, good feelings to continue their actions and to keep hope. Donc le piano était un instrument une arme, si on veut, de garder ici une atmosphère vraiment un peu élevée, disons, spirituellement, de ne pas rester dans la peur, dans la angoisse constante, mais de perdre à un moment donné cette ambiance terrible et de s'élever à des choses musicales, artistiques. Et finalement, la quatrième arme, c'est ici. C'est de Ronéo, simple petite machine, mais qui a servi à produire des tracts, dans la cave d'ailleurs, qui ont après été diffusés dans les toilettes publiques à Bruxelles, à d'autres endroits cachés, pour que les gens puissent se servir. Et qu'est-ce qui était sur ces tracts? Des informations sur les probables prochaines rafles et des nouvelles de la guerre. Parce que celui qui faisait ces tracts, Jura Lifshitz, parlait le russe et l'anglais. Il pouvait écouter Radio Moscou et la BBC. Ce n'était pas brouillé. Et sur la base de ces informations-là, il a gardé, il a synthétisé des informations qui étaient certainement très importantes pour les personnes ici à Bruxelles. So this machine served to produce some sort of flyers with information about the next actions of the Germans to purchase and to arrest Jews and on the evolution of the war. Because Jura Lifshitz produced the tracts, he spoke Russian and English and could listen to Radio Moscow and to the BBC. Voilà les armes que nous avons ici et qui nous ont motivés après de nous efforcer à garder cette maison vivante, et nous sommes très très heureux d'accueillir ce soir Monsieur de Clausel et l'orchestre Métamorphose sur cette conférence-concert sur le jazz, le swing, dans les années 20, 30, enfin 30 surtout. Voilà. Merci beaucoup d'être là. Merci monsieur, merci de ces précisions qui nous mettent, j'allais dire, dans l'ambiance. Merci aussi de nous accueillir ce soir. C'est en fait la seconde fois que nous venons, puisque nous étions déjà associés à vous-même, à l'atelier Marcel Astier et à la fondation Auschwitz, dont Frédéric Crahay est le directeur, pour un concert qui était consécutif en 2019, pas en 1919, en 2019 à un colloque sur la musique et les camps de concentration. Et voilà en fait les résultats d'ailleurs qui ont été publiés par la fondation Auschwitz de ces travaux. Frédéric Crahay vous en parlera dans quelques minutes. Je voudrais d'abord le remercier infiniment pour l'aide qu'il nous a apportée pour la préparation de ce concert-conférence.
Je voudrais d'ailleurs tout de suite lui passer la parole pour qu'il puisse aussi présenter la Fondation à Auschwitz et son travail avant d'aborder le sujet propre à notre concert et à notre activité. Merci Amaury. Bonsoir à toutes et tous. Voilà, donc je représente la Fondation Auschwitz, l'ASBL Mémoire d'Auschwitz. Nous sommes un des 3 centres de ressources en Belgique francophone. Alors la Fondation Auschwitz, c'est le vœu de Paul Alter, c'est le souhait de concrétiser, de créer une fondation, une ASBL, quelque chose de plus pérenne, une structure plus pérenne qu'une amicale. Et c'est depuis 1980 que nous sommes un centre de ressources. Donc avec une bibliothèque, des archives, nous organisons des voyages d'études, des journées d'études et également des soirées comme celle-ci. Il y en aura une le 17 décembre prochain au Brigittine. Mais bien sûr, Amaury en a déjà parlé, une des pièces maîtresses de notre travail, c'est notre revue témoignée qui paraît 2 fois par an avec un thème central. Et bien sûr, la musique en lien avec le Troisième Reich, en lien avec la Shoah, en lien avec la Seconde Guerre mondiale en général, est un des sujets de prédilection que nous avons étudiés durant ces dernières années. Alors, monsieur l'a déjà dit, monsieur Schmitt l'a déjà dit, cette maison est tout à fait particulière parce que l'année prochaine, nous allons commémorer les 80 ans de la fameuse attaque du 19 avril sur le 20e convoi. Et les 3 portraits que vous avez vus à l'entrée de cette salle, de Jean-Franck Lemont, de Jura Lifshitz et de Robert Maestrio, ces 3 jeunes étudiants qui ont eu l'audace d'attaquer ce convoi. C'est un fait unique en Europe qui mérite d'être souligné, d'être commémoré. Donc ce sera 80 ans l'année prochaine. Et donc je remercie moi aussi Amaury pour le projet qu'il mène en Europe et qu'il fait d'année en année d'ailleurs, parce que ça fait quelques années que nous côtoyons le Forum Voix étouffée. Et cette soirée-ci en est une belle expression. Merci Frédéric. Rapidement, je voudrais vous présenter le Forum Voix étouffée. C'est une structure que j'ai créée en 2002, au moment où j'écrivais un livre qui a été publié en 2005, qui s'appelait « Les voix étouffées du Troisième Reich » et qui portait sur la redécouverte des compositeurs et qui ont été victimes du nazisme. Et je me disais à l'époque, en l'écrivant et en faisant mes recherches, que c'était très bien de parler des gens, mais que c'était encore mieux, notamment en ce qui concerne les musiciens, d'en jouer la musique. Et donc, nous en sommes arrivés à créer une organisation qui s'est développée maintenant de façon européenne très largement, puisqu'elle a des partenaires dans environ une vingtaine de pays de l'Union européenne, et qui est soutenue depuis 2008 par la Commission européenne, par l'agence EACEA, l'agence culturelle de l'Union européenne. Pourquoi est-ce que l'Europe, au fond, s'intéresse en tant qu'institution transnationale à un sujet aussi particulier que la musique, et qu'est la musique, notamment à la période de la Shoah et dans les années qui ont précédé la Shoah sous le nazisme? Eh bien parce que je pense qu'une des raisons les plus évidentes, c'est évidemment la nécessité d'avoir une mémoire, et le projet européen d'ailleurs que nous avons évoqué rapidement, Frédéric et moi il y a quelques minutes, ce projet qui s'appelle Musique, Mémoire et Citoyenneté européenne, traduit bien, au fond, cette idée qui passe à travers les projets que nous faisons ensemble et que nous faisons de notre côté nous-mêmes depuis 2008, donc 14 ans. De quoi s'agit-il ? La mémoire de ce qui s'est passé, c'est la mémoire de tous les trésors des compositeurs, qui sont des centaines, qu'on arrive à nomenclaturer à peu près maintenant, à cartographier et à nomenclaturer de façon à peu près précise, mais qui, il y a une vingtaine d'années, était encore complètement inconnue. Il faut imaginer, quand on disait il y a 20 ans, je vais faire des recherches sur la musique, par exemple, dans les camps de concentration,
les gens et même les savants, c'est-à-dire les universitaires, les musicologues, les politologues, vous regardaient d'un air un peu narquois en vous disant « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de musique dans les camps ?» par exemple. Or, nous avons des preuves, évidemment, qui étaient naturellement existantes, qui suffisait simplement d'aller chercher. Mais par exemple, le Joža Karaš, qui était un des grands chercheurs sur la question Theresienstadt et qui a écrit un des premiers livres en 1975 sur la musique à Thérésine, explique lui-même comment, pour obtenir sa bourse de recherche, il avait dû déployer des trésors de génie et de créativité pour pouvoir convaincre ces financiers que le phénomène avait existé, que la musique avait effectivement existé dans les camps de concentration. Le plus bel exemple de ça, c'est non seulement la vie musicale de Theresienstadt qui a donné lieu à des chefs-d'œuvre, mais aussi c'est la création de centaines d'orchestres dans le système concentrationnaire nazi, qui prouve à quel point la musique est la mémoire de la vie, d'une vie sociale et d'une vie qui existe malgré des circonstances les plus épouvantables qu'on puisse imaginer. Et puis la plupart des compositeurs, des musiciens, donc on connaît bien l'histoire par exemple des jeunes enfants qui ont chanté dans Brundibar à Theresienstadt. Régulièrement, ce petit opéra pour enfants était donné, du compositeur Hans Krasa, un compositeur tchèque, était donné devant les publics des enfants internés, et régulièrement, il était chanté par les enfants en question, il y a un groupe d'enfants, une cinquantaine, et régulièrement ces enfants étaient déportés et partaient à l'Est, un Est inconnu, mais qui était pour la plupart du temps à Auschwitz, et disparaissaient là-bas. Et donc c'était c'est un fait à la fois historique, c'est un fait musical parce que l'œuvre est un petit chef-d'œuvre, et c'est aussi un fait sociologique. La vie ne se passe pas de musique. Et c'est transmettre cette idée-là, c'est transmettre aussi les valeurs que la Shoah a inspirées aux créateurs de l'Europe, c'est-à-dire les valeurs de démocratie, les valeurs de droits de l'homme, de droits humains, les valeurs de liberté. Toutes ces valeurs-ci sont portées finalement partout, je pense que tu seras d'accord avec moi, sur ce sujet, sont portées par ce travail de recherche et ce travail de mémoire. Oui, tout à fait. Alors, justement, rapidement, pour les deux dossiers, la musique dans les camps, c'est parfois un symbole d'espoir, cette musique. En même temps, c'était aussi un symbole du camp même, parce que dans beaucoup de camps de concentration, les SS s'enorgueillaient d'avoir parmi les détenus des musiciens de renom pour leur orchestre du camp. Et donc ça faisait quelque part leur fierté. La musique servait par exemple à Auschwitz à mettre le rythme au travail, en tout cas pour aller au travail. Hein. On a cette fameuse photo à l'entrée du Stammlager où les détenus doivent sortir du camp sous le son de la musique et rentrer aussi sous le son de la musique à nouveau dans le camp après une journée de dur labeur. Dans les centres d'extermination, il arrivait même à Beujec que la musique servait à camoufler le bruit des gens qu'on gazait dans les chambres à gaz. Donc cette musique était bien présente, et donc c'est en effet, comme dit Amaury, un fait historique méconnu. Juste pour info, dans ce témoignage-ci d'avril 2017, nous avons ajouté un CD qui a été fait par Eliosa Azoulay, qui a remis en musique en fait de la musique écrite, mais qui n'avait pas été rejouée depuis tout un temps. Et donc c'est des initiatives qui se font dans toute l'Europe et même dans tout le monde, je pense. Hein. Donc ça c'est pour ce témoigner-là. L'autre, c'est une utilisation de la musique dans la politisation en Europe. Donc dans l'entre-deux-guerres, entre 18 et 38, c'était le thème du colloque. Comment est-ce que différents régimes ont utilisé la musique? Et donc un des exemples types, c'est l'année Mozart de 1941 qui a été utilisée enfin méchamment utilisée justement par les nazis. Donc voilà, ça c'est rapidement sur ces deux dossiers que vous pourrez retrouver sur notre site. Hein. Donc je vous invite tous à visiter notre site pour voir les différentes activités. Voilà. Merci. Oui, donc, mémoire de la Shoah. La mémoire de la Shoah, je pense que ce qui est en train de se passer maintenant, et je parle très précisément de la guerre en Ukraine,
doit nous faire réfléchir à la pérennité de nos efforts. Parce que qu'on se retrouve 80 ans après avec une situation de guerre à nos frontières qui met en péril notre culture, qui agresse non seulement l'Ukraine, mais aussi toute la culture européenne, est un phénomène que personne n'a vu venir et qui prouve à quel point la vigilance doit être une constante de notre vie politique et doit être aussi une constante qui pousse au fond à l'Union européenne, qui pousse à comprendre la fonction essentielle de l'Union européenne en termes de sécurité, mais aussi en termes de maintien de notre culture, de survie de notre culture. Les allégations de M. Poutine sont la démonstration de la renaissance d'un fascisme à nos frontières, et ce fascisme, en plus, il est rampant dans la vie politique de très nombreux pays, à commencer par le mien, la France, mais aussi l'Autriche où je suis résident. L'Italie nous vient de nous montrer un exemple aussi particulièrement pertinent dans ce domaine. Et cette vigilance, elle passe, je pense, je pense que c'est aussi tout le travail que la Fondation Auschwitz et nous faisons, c'est-à-dire que nous emmenons tous les ans des étudiants, des jeunes gens à Auschwitz pour leur faire prendre conscience de... alors nous parlons d'un Auschwitz un peu particulier, qui est celui de la musique, puisque c'est notre thème général, mais par la musique, justement, on peut parler, par le rôle de la musique dans le système concentrationnaire, et aussi par la répression de la musique que vous allez entendre ce soir, par exemple, qui a commencé dès les années 20, au fond, à être agressée par les nazis, parce qu'elle était d'origine juive ou parce qu'elle était le symbole culturel de la négritude, et donc tout ce que le nazisme haïssait, c'est-à-dire ce racisme sous-jacent. Eh bien, il faut, par ces éléments, nous pouvons rappeler et transmettre ces valeurs. Je pense que c'est aussi, et quand je vous disais tout à l'heure, le rapport entre l'aide et le soutien que nous recevons de la Commission européenne et les sujets que nous traitons, eh bien, il est là le cœur de la chose. C'est pour transmettre aux nouvelles générations ce que c'est que l'antisémitisme, ce pourquoi contre lequel il faut lutter, etc., etc. Tout un ensemble de valeurs qu'il faut rappeler et que les sondages, sur lesquels les sondages nous attirent de temps en temps, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que un certain nombre de jeunes commencent à perdre complètement la notion de ce que c'était que la Shoah et que le terme commence à être de moins en moins bien reconnu dans le grand public. Et donc tous les moyens sont bons, et notamment les moyens artistiques et culturels, que pour défendre et pour lutter contre ces phénomènes d'oubli qui sont à terme mortels. Passons maintenant à quelque chose d'un peu plus gai, parce que la musique que vous allez entendre, elle a été, je vérifie rapidement, mais aucune d'entre elles n'a été composée dans les camps. En revanche, plusieurs des compositeurs que vous allez entendre y sont passés. Et je pense à Hermann Leopoldi, par exemple, qui était un des grands cabarettistes viennois, et dont vous allez entendre une chanson dont le texte mérite qu'il vous soit présenté, parce que vous ne l'avez pas, je pense, dans le programme. Il est en allemand, et il raconte une histoire très touchante. Il dit, c'est une chanson qui doit dater de 1939, je pense. Hermann Leopoldi avait été arrêté au moment de la Nuit de Cristal, enfermé à Buchenwald. Il avait composé avec Fritz Löhner-Beda. Löhner-Beda, pour ceux qui connaissent La Veuve Joyeuse, par exemple, donc qui connaissent tous les opérettes de Franz Lehár, eh bien, ça a été pendant de très nombreuses années le librettiste de Lehár. Et il était juif, et c'était une personnalité très importante de la littérature et du théâtre et de la littérature autrichienne des années 1910 à 1938. Il a été arrêté et déporté, comme je vous le disais, à Buchenwald. Il a été assassiné à Auschwitz-Monowitz, où il travaillait en 1942 par un gardien SS.
À l'époque, Léhard, qui était au courant de la situation, on lui a beaucoup reproché après la guerre de ne pas avoir levé le petit doigt pour sauver son ancien librettiste et ami. Ça, c'est pour l'anecdote. Mais donc Léopoldi, le texte de sa chanson est le suivant, s'appelle Die Novaks. Donc les Novaks, c'est une famille de juifs de Prague, une famille lambda juive de Prague. Et puis il dit, ah mais ce sont des gens formidables c'est des gens sympathiques et c'est une famille unie. Et puis qu'est-ce que fait le fils? Bien le fils, il se pense, il rêve d'aller à Buenos Aires pour rencontrer, pour faire la connaissance d'une jeune américaine du Sud. Et que fait Conchita, la belle-mère? Eh bien la belle-mère rêve d'aller à Lisbonne pour profiter du soleil. Et tous sont en train de rêver de quitter la République tchèque, enfin la Tchécoslovaquie, pardon, de l'époque, pour prendre du bon temps et pour découvrir le monde. Et dans le texte, vous avez à un moment donné le texte de la chanson. Les mots sont les suivants. Et tout d'un coup est arrivée une horde de brutes à qui on a vendu le lion dans son drapeau. Le lion, c'était le symbole de la Tchécoslovaquie. Et que sont devenus les Novaks? Eh bien, ils sont à Montevideo, ils sont à Buenos Aires, parce qu'ils ont réussi à fuir. Et de quoi rêvent-ils? Eh bien, ils rêvent que d'une chose, c'est de rentrer à Prague. Et c'est extrêmement, vous verrez, enfin, je trouve que c'est une chanson extrêmement touchante qui donne cette ambiance de nostalgie, mais qui évoque ces faits et la brutalité de l'annexion et de l'invasion des Sudètes et de Prague par les Allemands, enfin par les nazis, qui est un magnifique symbole. D'autres de ces compositeurs, comme Erwin Schulhoff, comme Hans Eisler, bien sûr, comme Stefan Wolpe. Wolpe, peut-être vous connaissez Eisler, peut-être c'est un nom qui vous est familier. Schulhoff peut-être aussi un peu, parce que ce sont des gens qu'on recommence maintenant avec tout le travail que Frédéric évoquait tout à l'heure, qui se fait en Europe. Ce sont des gens dont on commence maintenant à récupérer la mémoire et à rejouer les œuvres de façon un peu plus systématique. Mais tous ces gens étaient des partisans du communisme et se sont engagés dans les années 20 de façon très active dans la propagande communiste. Eisler était le penseur du KPD, du Parti communiste allemand. C'était le penseur qui, notamment, écrivait les Arbeiterlieder, tout ce qui était la littérature pour les chœurs ouvriers berlinois et allemands. Et c'était quelqu'un qui était effectivement extrêmement engagé, qui est parti en 1933 très rapidement parce qu'il était juif communiste, ça ne sentait pas très bon à ce moment-là, et qui s'est réfugié d'abord, qui est passé par la France, qui s'est finalement retrouvé aux États-Unis en 1940, et qui a été déporté des États-Unis pour communisme par le McCarthyisme en 1948. Donc il est revenu en Autriche, enfin il était citoyen autrichien, il a essayé de rentrer dans une Autriche qui était encore occupée par les forces d'occupation russes, françaises, anglaises et américaines, et en fait son arrivée lui a été interdite. Il s'est donc réfugié de façon définitive en Allemagne de l'Est, dont il a composé l'hymne dans les années 50, et il a été lui-même la victime du janovisme et de la politique du réalisme socialiste poussé par les soviétiques dans ces années-là. Donc c'est un compositeur qui a, lui, connu les deux dictatures, et Stefan Wolpe était aussi très engagé dans le théâtre d'agitprop, et ils utilisaient notamment une des armes comme arme, et vous évoquiez tout à l'heure la peinture comme arme, et bien pour eux c'était le jazz, la musique populaire qui était le... Et donc c'est pour ça que nous avons organisé tout ce programme que vous allez entendre ce soir,
qui repose donc sur des pièces inspirées par le jazz. Et le jazz n'est pas seulement à cette époque, c'est au fond un matériau totalement nouveau qui arrive des États-Unis bien sûr, mais qui arrive dans les bagages des soldats américains d'occupation et dans les bagages des soldats français sur le territoire allemand, mais qui est aussi pour les compositeurs, les jeunes compositeurs, et tous ces gens ont une vingtaine d'années, à ce moment-là 20, 25 ans, quelque chose comme ça, c'est la possibilité d'avoir, après la Première Guerre mondiale, un nouveau langage. Un langage qui leur permet de se démarquer d'une culture qui n'a pas pu empêcher la guerre et qui n'a pas pu empêcher les horreurs des tranchées et de la guerre, les 4 ans de guerre de 14-18. Et c'est donc un langage qui est engagé par nature, en quelque sorte, qui est la marque d'un engagement politique face au mode traditionnel d'expression. C'est aussi une période, 1920-1935, jusqu'à ce que les nazis y mettent fin, sous prétexte d'ailleurs, d'abord dans le cadre de leur racisme, mais aussi dans le cadre de leur étroitesse esthétique, dans la mesure où toutes les tentatives de modernisation de la musique au-delà du post-romantisme de cette époque sont interdits, considérés comme dégénérés, et donc à partir de 1933 mise à l'index et pratiquement totalement interdite. Donc le jazz subira d'ailleurs ces foudres-là, mais continuera à alimenter cette propagande politique et sera une des armes de la propagande politique que je viens d'évoquer. Voilà, je ne voudrais pas qu'on vous retienne de façon trop longue sur ces sujets, mais vous avez maintenant un contexte de mémoire, un contexte aussi je pense, de valeur. C'est un peu notre faiblesse de penser que finalement la musique est aussi un objet politique. Et merci à l'Union européenne pour son soutien pour ces manifestations. Je vous souhaite un bon concert. Sie kennen die Novaks aus Prag. Sie haben sie sicher gekannt. Ein Ganzel bei Novaks am Sonntag in Prag. Berühmt war im böhmischen Land. Gewohnt haben die Novaks am Altstädter Ring. Die Wohnung war stets aufgeräumt, der einzige Fälle